franchement, je vois pas ce qu'elles ont de polémique, ces photos. Du linge en train de sécher. Non mais sérieux, Clio. Et pourtant, elles ont valu à leur photographe, Dorothea Lange, de perdre son job. Elle a été virée par les gens même qui lui avaient commandé les photos. Mais pourquoi ? Bah bouge pas, Clélia, ta muse de l'histoire préférée va te l'expliquer. Le 7 décembre 1941, la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï est attaquée par surprise par l'aviation japonaise. Les États-Unis, qui étaient jusqu'alors restés neutres dans la Seconde Guerre mondiale, sont sous le choc. Cet événement a pour conséquence de précipiter le pays dans la guerre du côté des Alliés. Le Japon devient l'ennemi numéro 1. Et la propagande anti-japonaise se nourrit du racisme déjà bien ancré à l'égard des populations asiatiques. Les combattants ennemis sont vus comme des traîtres dont il faut avoir peur. Il y a une population américaine qui fait les frais de cette peur collective et de ce racisme ambiant. Ce sont des centaines de milliers d'immigrants ou de descendants d'immigrants japonais installés aux États-Unis. Ils ont beau, pour la grande majorité, avoir la nationalité américaine et n'avoir jamais mis les pieds au Japon, ils sont désormais pointés du doigt. À cause de leurs origines et de leur apparence, ils sont considérés comme des ennemis potentiels. Ne pourraient-ils pas faire des actes de sabotage ? Donner des informations au Japon ? Bref, c'est le mythe de la 5e colonne. C'est l'idée qu'un pays en guerre abrite en son sein même des traîtres qui vont mener à sa défaite. Les nippo-américains ont beau se défendre, protester de leur patriotisme, car, je le rappelle, beaucoup n'ont plus aucun lien avec le Japon, comme ce commerçant qui se revendique américain sur la devanture de sa boutique, rien n'y fait. Et très vite, des voix s'élèvent. Les autorités doivent agir pour protéger les États-Unis de ce danger. Même si, comme le rappelle le général De Witt, le commandant en chef chargé de la défense de la côte ouest du pays, il n'y a absolument aucun cas avéré de trahison, aucune affaire qui viendrait nourrir la paranoïa collective. Mais ajoute De Witt, on ne peut pas faire confiance à, je cite, la race japonaise qui est une race ennemie. Alors qu'au même moment, le gouvernement fait une campagne de propagande pour qu'on arrête d'ostraciser les descendants d'immigrants allemands, sous le prétexte que eux, ils n'ont plus aucun rapport avec leur pays d'origine. Alors non, concernant les nippo-américains, le président Roosevelt prend une mesure radicale. Le 19 février 1942, il signe l'Executive Order 9066. Ce dernier ordonne tout simplement l'internement d'environ 120 000 Américains d'origine japonaise résidant sur la côte Pacifique, celle que l'on imagine le plus en danger face à de potentielles attaques. Et cela revient donc, oui, je préfère le redire, à mettre en prison quelques 120 000 personnes, sans chef d'accusation ni procès, et donc à les priver de leur citoyenneté, pour seul motif d'une mesure de sécurité nécessaire. Sans concerner les immigrants de la première à la troisième génération, c'est-à-dire jusqu'aux petits-enfants d'immigrants. Vous imaginez un concert de protestation face à cette décision qui, en plus d'être injuste, n'a aucun intérêt stratégique. Perdu. Au contraire, l'opinion publique s'en réjouit et les quelques personnes mécontentes renoncent assez vite car elles se voient accusées d'antipatriotisme. Le déroulement des opérations est confié à une agence dépendante de l'armée, la War Relocation Authority. De mars à juillet 1942, les militaires vont chercher les nippo-américains chez eux et les contraignent à tout quitter avant de les transférer dans 10 camps d'internement, tous situés dans des zones reculées au climat rude. Et là, la War Relocation Authority a une idée un peu saugrenue. Pourquoi ne pas engager un photographe pour documenter et archiver tout le processus ? On ignore ce que l'armée avait en tête. Peut-être souhaitait-elle prouver que tout était fait dans les règles, sans violence, que personne n'était torturé ou persécuté. Toujours est-il que la War Relocation Authority embauche la pire personne pour faire ce job, Dorothea Lange. Ils auraient pourtant dû se méfier, car Lange est connue pour son intérêt envers les pauvres et les migrants déracinés qu'elle a beaucoup photographiés avant-guerre pour le compte d'une autre agence américaine, la Farm Security Administration. Elle devait montrer la réalité des Américains pris dans la crise économique et elle l'a fait en soulignant leur dignité et leur humanité. Bref, une photographe plutôt engagée du côté des opprimés et des délaissés. Pas la personne la plus indiquée pour réaliser les images que souhaite l'armée. Mais visiblement, cette dernière n'avait pas bien saisi le souci. Après tout, Lange a déjà travaillé pour le gouvernement, elle a la réputation d'être sérieuse et fiable, et surtout elle est dispo, et ça leur suffit aux militaires. Sans compter qu'à l'époque, personne n'imagine qu'une blanche puisse prendre le parti des nippo-américains. Devant cette offre d'emploi, Dorothea Lange, déjà opposée à l'idée d'internement, hésite, puis finit par accepter en se disant qu'il y a peut-être moyen de faire la différence. Elle commence sa mission lors des premières évacuations et la poursuit pendant plusieurs mois, à raison de 16 heures de travail par jour, 7 jours sur 7. Et ce qu'elle va voir ne va pas la faire changer d'avis, bien au contraire. Elle assiste à des scènes qu'elle qualifie elle-même d'inimaginables.
En l'espace de quelques semaines, les familles nippo-américaines doivent tout quitter. École, emploi, domicile. Elles vendent leurs biens personnels dans l'urgence et souvent à bas prix. Car oui, les racheteurs avaient bien compris qu'elles étaient désespérées et qu'il y avait moyen de faire de bonnes affaires. Les familles partent donc avec quasiment rien, juste quelques valises. Les appareils photos sont interdits. Dorothea Lange montre bien qu'on ne les dépossède pas seulement de leurs biens, mais aussi de leur identité. Chacun se voit attribuer une étiquette avec un numéro. Les nippo-américains sont numérotés, catégorisés, inspectés, surveillés. Ceux qui m'ont le plus blessée, ce sont les adolescents qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Les adultes pouvaient être dignes dans une telle situation et ne pas poser de questions. Mais ces petits Américains, ils étaient bruyants et bagarreurs. Et ils avaient peur. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que les gens obéissent ? Pourquoi ne pas protester ou se révolter ? Eh bien, les nippo-américains ont une bonne raison de suivre ce qu'on leur présente comme un effort de guerre nécessaire. Ils veulent montrer qu'ils sont de bons Américains, patriotes, respectueux des lois, très loin de l'image que leurs compatriotes ont d'eux. Et Dorothea Lange va exactement dans le même sens. Elle ne montre quasiment aucune larme, aucune foule. Sous son objectif, ils sont des citoyens américains dignes, plongés dans la détresse, à qui on dénie leurs droits et qui méritent le respect. C'est cette dignité même qui rend l'injustice de la situation encore plus criante. Vous le sentez le problème là ? Lange n'utilise pas seulement sa mission pour témoigner de ce qui se passe, mais aussi pour faire passer une critique de système. Et l'armée a beau ne pas être très réactive, elle commence à se méfier de sa photographe. Dorothea Lange le raconte elle-même. Elle s'attend à être virée à tout moment. Mais tant qu'elle a le droit d'être là, elle suit les internés dans les bus et les trains que la War Relocation Authority les oblige à prendre. Car avant d'arriver dans les camps, il y a une étape intermédiaire. Les nippo-américains sont enfermés dans des centres de rassemblement temporaires, souvent dans des étables ou des fermes. Lange se rend vite compte que quasiment rien n'a été prévu pour eux. Les baraquements, douches et toilettes, en plus de manquer d'eau chaude, n'ont aucune intimité. Et il n'y a rien à faire, sinon faire la queue pour les repas, faire la queue pour le courrier, faire la queue pour les toilettes, faire la queue pour la lessive, etc. Au bout de plusieurs semaines, les familles sont envoyées dans les camps. Dorothea Lange ne pourra en visiter qu'un seul, Manzanar, dans le désert californien, où il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. Et encore, les consignes sont très claires. Pas le droit de photographier les barbelés qui entourent le camp, ni les miradors, ni les soldats armés qui surveillent les internés. L'armée cherche à montrer que tout se passe merveilleusement bien. Du coup, les soldats armés, ça fait un peu tâche. Alors du coup, Lange a un garde qui la suit, qui la surveille. Parfois, on l'empêche de rentrer dans le camp ou de parler à des internés. Mais bon, vous commencez à la connaître, ça l'arrête pas pour autant. Malgré les contraintes, Dorothea Lange continue son travail. Ces immenses baraquements, très sommaires, plantés au milieu du désert, suffisent à nous faire saisir toute l'hostilité des lieux. La photographe montre aussi que la vie quotidienne se poursuit. Elle est impressionnée par l'ingéniosité des internés. Les familles fabriquent des rideaux pour décorer leurs baraquements, construisent des murs pour séparer les pièces, tout comme des tables et des chaises. Elles plantent des légumes et des fleurs, ouvrent des bibliothèques, produisent des journaux du camp, organisent des spectacles, créent des jardins et organisent des classes et des cours de sport. Chacun apporte ses connaissances au service de tous. Lange me capture aussi des moments d'intimité, comme le montre cette photo d'un grand-père et de son petit-fils. La pression sur Dorothea Lange s'accentue, mais elle continue à échapper au renvoi, parfois de justesse. Un jour, un certain major Bisley la convoque et lui reproche d'avoir donné des photographies au chef d'une organisation chrétienne qui milite contre l'internement. Or, ces photographies appartiennent à l'armée, puisque c'est elle qui paye pour. Et donc ce serait une faute grave de la part de Dorothea Lange de les avoir divulguées au public. Lange nie en bloc, même si c'est vrai. Et heureusement pour elle, ces photographies avaient été divulguées quelque temps auparavant dans un rapport pour la Chambre des représentants américains. Elle n'a donc qu'à prétendre que le chef de l'organisation chrétienne les avait piquées dans le rapport en question. Et donc, elle s'en sort comme ça. Mais les hauts gradés finissent quand même sérieusement par se pencher sur les photographies, si bien que Dorothea Lange est virée du jour au lendemain et ses quelques 800 photos sont saisies et censurées. Dorothea Lange tente de protester, de résister, mais rien n'y fait, ce n'est terminé de sa mission. Son journal montre à quel point elle se sent mal à cette époque. Monde à l'agonie, beaucoup d'énergie perdue. Me sens inférieure, et je le suis. Nous avons une maladie, c'est la discrimination et la haine des Japonais. Dorothea Lange est persuadée que son travail n'a servi à rien. Il faudra attendre 1945 et la défaite du Japon pour que tous les internés soient libérés. Ils reçoivent alors seulement un ticket de bus et une allocation de $25. Quant aux photographies de Lange, elles sont déposées, sans communiqué officiel, aux archives nationales américaines. Elles sont donc consultables, mais largement méconnues. Et d'ailleurs, elles ne seront officiellement exposées qu'en 1972 et réellement publiées qu'en 2006.
En 1988, le Congrès américain présente ses excuses aux survivants et leur accorde à chacun une somme de 20 000 $ de compensation, soit 43 ans après la fin de l'internement. Mais il n'y a rien d'étonnant à ce que les États-Unis aient mis si longtemps à reconnaître leurs fautes. De la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont retenu les images qui les montrent en posture héroïque, un discours qui les présente comme les sauveurs de la liberté face à la tyrannie. Alors bien sûr, l'histoire de cet internement ne colle pas du tout à cette image idéalisée. Dorothea Lange n'a pas revu ses photos depuis presque 20 ans. C'est qu'en 1964, alors qu'elle se sait condamnée par un cancer, qu'elle se rend aux archives nationales. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment avons-nous pu? Elle meurt l'année suivante, en 1965. Les internés n'ont jamais oublié sa gentillesse. Tous les ans, à chaque Noël, ils lui ont envoyé une carte de vœux jusqu'à sa mort. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette histoire et sur Dorothea Lange, on vous a mis plein de sources en barre d'infos. Et vous y trouverez également le témoignage très émouvant de George Takei, l'acteur de Star Trek, qui a été interné à l'âge de 5 ans avec toute sa famille. Hop hop, c'est par ici. Clic clic. À très bientôt!